Vous vous êtes déjà demandé comment deux jeunes adultes sortant d'une école de cinéma à l'autre bout du monde ont réussi à renouveler un concept et révolutionner tout un genre du cinéma? Salut à tous, bienvenue dans Prise 1, aujourd'hui on parle de Saw. Leigh Whannell et James Wan se rencontrent alors qu'ils sont tous les deux étudiants au MIT. Melbourne, Institute of Technology. Ah ouais, je sais tout de suite ça a moins de gueule, hein. En spécialité art médiatique et réalisation. Sorti de l'école de cinéma, James souhaite réaliser. Il a d'ailleurs réalisé un premier long métrage en 2000 et Leigh veut écrire et jouer. Naturellement, ils décident de faire un film ensemble, mais n'ayant aucun contact ni beaucoup de budget, ils savent qu'ils doivent réaliser un huis clos. Tout le monde sait ce que c'est un huis clos? Bon, dans le doute pour ceux qui osent pas dire non. Un huis clos est un roman, une pièce de théâtre ou un film qui se déroule dans un lieu unique et dont les personnages ne peuvent sortir, créant un niveau d'anxiété supérieur si c'est un film de genre et économisant le budget puisqu'il n'y a qu'un seul décor. Ils réfléchissent pendant plusieurs mois à plusieurs idées et un matin, James trouve le concept. Deux hommes se réveillant dans une salle de bain désaffectée avec un cadavre au milieu de la pièce, un pistolet dans une main et un dictaphone dans l'autre. Leigh décide alors de prendre l'idée et de la développer. Il réfléchit au concept de mort et de se savoir condamné. Si un docteur vous annonce qu'il vous reste 3 semaines à vivre, ça change tout. Mais si un docteur annonce à un homme qu'il lui reste 1 an à vivre et que ce patient pète un câble et se sert de cette condamnation à mort pour apprendre aux autres à ouvrir les yeux sur leurs conditions, cela crée un psychopathe en puissance. 9 mois plus tard, Leigh propose un premier draft à James qu'il adore. Seul hic, le film coûtera trop cher pour ces deux étudiants fauchés. Les deux jeunes artistes vont alors retravailler leur script jusqu'à plus soif, estimant que s'ils doivent vendre leur film et qu'ils n'ont pas le budget ou le casting, le scénario doit être béton. Le problème, c'est qu'en Australie, souvent les films de genre sont mis en option, mais rarement concrétisés. Surtout les films d'horreur. Ce qui est quand même assez ironique quand tu sais le nombre de saloperies ultra flippantes qui vivent là-bas. Leur manager Stacy les encourage à envoyer leur script aux États-Unis et surprise, la mayonnaise prend. Les deux jeunes sont attendus pour des rendez-vous, mais n'ayant toujours pas assez d'argent pour aller serrer des mains, ils décident de rentabiliser et tournent une scène de 7 minutes du film afin de montrer qu'ils ne sont pas juste des auteurs, mais de réels réalisateurs. C'est comme ça que Greg Hoffman, un producteur américain qui attendait un rendez-vous dans une agence, rencontre un agent qui lui montre la vidéo. Hoffman tombe sous le charme et la montre à ses associés qu'il adore également. Leigh et James n'ont même pas encore posé le pied à Los Angeles qu'ils ont déjà une offre qui les attend. 195 millions de dollars. Enfin, presque. En réalité, le budget proposé est de 1,2 million de dollars. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très peu. Pour vous donner une idée, Bienvenue chez les Ch'tis a coûté 11 millions d'euros, soit environ 14 millions de dollars. Donc, c'est un peu comme si je vous donnais 500 euros pour aller acheter une voiture. C'est jouable, mais ce sera pas une Ferrari. Mais là où les producteurs vont convaincre les jeunes Australiens, c'est une garantie pour James de réaliser le film et Leigh de jouer dedans, et de commencer 8 semaines plus tard. Le casting commence alors et certains acteurs sont épatés par le professionnalisme et la vision de James, ce qui les encourage à signer très vite. La pré-production de 8 semaines peut donc commencer. Et tout va se dérouler à merveille. Enfin, presque. En réalité, James Wan a des problèmes de visa et doit quitter les États-Unis pour le Canada le temps de régulariser sa situation. Il ne sera de retour qu'une semaine avant le début du tournage et rencontrera son directeur de la photo, soit celui qui gère la lumière et le cadre. Donc une collaboration relativement méga importante. à peine 4 jours avant le début du tournage. Mais heureusement, James a eu plusieurs mois pour peaufiner et conceptualiser son film dans sa tête. Et grâce à ça, il a pu tourner le film de la manière exacte qu'il voulait. Enfin, presque. En fait, James s'est vite rendu compte que tout ce qu'il avait prévu comme plan serait irréalisable par manque de temps. Il a donc littéralement jeté ses fiches et réalisé ses plans pendant le tournage en s'adaptant continuellement au décor, à la lumière ou au manque de lumière, refusant même de déjeuner pour avoir plus de temps pour réfléchir à ses plans. Il y a un adage qui dit dans l'art et particulièrement dans le cinéma que quand on n'a pas de budget, c'est là qu'on devient créatif. James Wan a été très créatif. Le tournage est bouclé en 18 jours, ce qui est vraiment très peu. Comptez en moyenne 2 mois pour un film normal. Donc autant vous dire que 18 jours, c'est rien. Absolument rien et dans des conditions très délicates. Vous voyez la taille de la salle de bain ? Imaginez une quinzaine de personnes cachées derrière la caméra et vous avez une petite idée. 18 jours de tournage, vous l'aurez compris, c'est chaud. Surtout quand le film doit sortir à peine quelques mois plus tard. Alors on ruse. On fait venir le monteur pendant le tournage pour commencer le travail. On utilise des vidéos de caméras de surveillance et des photos prises par le photographe de plateau pour combler les manques et faire des transitions. À tel point que le réalisateur a dû ruser pour tourner une scène qu'il avait oubliée pendant le tournage et a dû faire appel à son directeur de la photographie pour retourner en douce sur les lieux et se filmer à la place de l'acteur. Bref, vous avez compris, c'était le chantier. Mais ça n'a pas empêché James d'envoyer un premier montage non finalisé au festival de Sundance qu'il a sélectionné pour la section Midnight Madness, donc super nouvelle. Sauf que maintenant, il faut aller encore plus vite pour le finir et le sortir en avant-première au festival de Sundance. Et là, vous vous demandez peut-être ce que c'est que le festival de Sundance, mais on n'a pas le temps, alors accrochez-vous, voilà un résumé super rapide.
Robert Redford, 1985, Salt Lake City, film indépendant, festival mondial, révélation, 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 rendez-vous incontournable pour film indépendant. Le film est terminé 2 jours avant la projection au festival de Sundance, et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le jeune studio de distribution Lionsgate, créé en 1997 et qui deviendra l'une des références dans le paysage cinématographique grâce à tout un tas d'énormes succès et également Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, oui, le film est bien sorti aux États-Unis, le studio achète les droits de Saw juste avant sa diffusion au festival de Sundance, flairant le bon filon. Tu m'étonnes. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que le festival de Sundance se passe en janvier 2004 et la sortie du film en salle est prévue pour octobre, soit 10 mois plus tard. Alors, ça permet de développer une bonne communication et un bouche à oreille à coup de festival, mais quand on sait la galère et l'urgence de la création de ce film... Logiquement, on se dit que ces mois de répit auraient permis de tourner un film dans de meilleures conditions. Et pourtant, Saw sort en salle enfin le 29 octobre 2004 aux États-Unis et remporte plus de 18 millions de dollars dès son premier week-end d'exploitation, soit 15 fois son budget, et finira sa course à presque 104 millions de dollars de recettes dans le monde, soit, vous l'aurez compris, environ 100 fois le budget. Une success story comme en rêve tout jeune cinéaste en herbe, mais Saw, ça parle de quoi et pourquoi c'est si bien? Adam, un jeune homme, se réveille dans une salle de bain de hangar désaffectée. À ses côtés, le docteur Gordon et un cadavre au milieu de la pièce. Les 2 hommes ne se connaissent pas et pourtant ils sont enchaînés à chaque extrémité de la salle, victimes d'un nouveau piège de Jigsaw, le tueur au puzzle. Par différents flashbacks, on suit l'histoire de Tap et Singh, 2 policiers qui essaient de coincer Jigsaw en enquêtant sur ses meurtres aux mises en scène machiavéliques. Alors, pourquoi Saw a-t-il connu un tel succès et est aujourd'hui considéré comme une référence du film d'horreur? Eh bien justement, parce que ce n'est pas un film d'horreur. Du moins, pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Je m'explique. Si on prend la définition de Wikipédia, le film d'horreur ou d'épouvante est un genre cinématographique dont l'objectif est de créer un sentiment de peur ou de répulsion chez le spectateur. Le Larousse, quant à lui, le décrit comme tout film destiné à susciter un vif sentiment d'effroi. En réalité, on a tendance à généraliser le terme horreur jusqu'à faire de lui une sorte de fourre-tout pour justifier n'importe quel jumpscare. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un jumpscare, je vous fais une démonstration dans 3, 2, 1... En fait, le film d'horreur est trop souvent assimilé à 2 choses. Le fantastique, un genre de film relatant de phénomènes surnaturels, et le slasher, un sous-genre de film d'horreur qui met en scène des meurtres en série méthodiques de tueurs psychopathes sur un groupe d'individus défini. Et naturellement, tout film surfant sur l'un ou l'autre aura tendance à être catégorisé film d'horreur s'il remplit quelques conditions, comme des morts atroces, sanglantes, virant au gore. Saw est classé parmi ce genre-là, alors qu'en réalité, il ne répond à aucun de ces critères et ne reprend pas les codes de ce que l'on assimile aux films d'horreur modernes. Parce que déjà, il n'y a pas un tueur qui s'en prend à tout le monde. Enfin, si, il y a bien un tueur, mais il s'en prend pas à tout le monde. Enfin, si, il s'en prend à tout le monde, mais pas comme un film de ce genre. Ce qui rend Jigsaw intéressant, c'est qu'il ne tue personne de ses mains. Il place ses victimes dans des conditions très dangereuses et les laisse se débattre pour essayer de survivre. Officiellement, les gens ne sont pas assassinés mais meurent d'eux-mêmes en essayant de s'en sortir. Et c'est sublimé par la puissance du paradoxe d'un homme qui ne veut pas tuer ses victimes pour leurs péchés, mais leur offrir une chance de se battre pour leur vie. Son but ultime est d'apprendre à ne pas prendre la vie pour acquise et ainsi l'apprécier à sa juste valeur. Il sera même heureux si on réussit le jeu car il pense qu'on en ressortira une meilleure personne. J'imagine que là, vous dites que c'est de la rhétorique tout ça et que les pièges de Jigsaw sont quand même horribles, et que donc Saw est un film d'horreur. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Toujours selon le Larousse, l'horreur est définie comme une très vive impression physique ou psychique éprouvée par quelqu'un à la vue ou l'idée d'une chose affreuse, repoussante. Mais dans ce film, la partie horrible en question, c'est-à-dire les meurtres abominables qui donnent le sentiment de répulsion, ils sont pas montrés. Alors oui, il se passe des choses horribles et répugnantes dans ce film, mais rien n'est jamais explicitement montré. Les plans sont faits de telle manière qu'on ne voit pas tout ce qui a trait au gore. Déjà parce que je suppose que le budget ne le permettait pas, mais surtout parce que la suggestion apporte beaucoup plus. Il ne faut pas confondre peur et angoisse, ni effroi et frisson. L'angoisse et le frisson sont des sentiments moins forts et moins anxiogènes que la peur et l'effroi. Et si on veut utiliser des termes comme horreur ou épouvante pour définir un film, il faut chercher 1 ou 2 clics au-dessus. Et ce n'est pas les quelques jumpscares présents dans le film qui vont chercher ces clics. Parce que sursauter ne veut pas dire avoir peur. Sursauter, c'est une réaction rapide et limitée dans le temps alors que la peur, elle, peut durer, évoluer jusqu'à nous paralyser. Et Saw a beau faire stresser, à aucun moment je n'ai ressenti une véritable peur devant ce film. À aucun moment je n'ai été effrayé ou horrifié. J'ai ressenti de l'angoisse, du stress et du frisson. Et frisson en anglais, ça se dit thrill. Donc Saw est donc un thriller. Le thriller est un genre artistique utilisant le suspense ou la tension narrative pour provoquer chez le spectateur une excitation ou une appréhension et le tenir en haleine jusqu'au dénouement. Ce genre est très souvent utilisé dans le film policier avec lequel il s'associe parfaitement. À tel point que lorsqu'on regarde un film d'enquête ou d'investigation, on aura plus souvent tendance à parler de thriller que de film policier. Parce que le thriller apporte un degré de tension supplémentaire, une crainte plus forte pour le protagoniste, une paranoïa, le tout sacralisé par un élément primordial, le suspense. Et le maître incontesté de tous les temps en la matière, c'est Alfred Hitchcock. Alors, je ne suis pas en train de dire que James Wan est aussi brillant que le maître, je dis simplement qu'en termes d'angoisse et de frisson,
Saw se rapproche plus d'un Psychose que d'un Vendredi 13. On compare souvent Saw à Seven, un film extraordinaire, sûrement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur thriller des années 90 du non moins génialissime David Fincher à la filmographie exemplaire. Je trouve la comparaison pertinente, même si, il faut quand même admettre que ce n'est pas comparable, car Seven a bénéficié d'un budget de 33 millions de dollars, soit plus de 27 fois le budget de Saw. Cela dit, c'est quand même super cool d'être comparé à une référence absolue du genre. Et le public ne s'y est pas trompé, puisque le film a tellement cartonné qu'il connaîtra 8 suites en moins de 20 ans. Mais on n'en parlera pas ici, parce que pour moi, c'est juste une surenchère de gore sans l'âme du film original. Donc, avec son histoire bien ficelée, ses rebondissements, ses personnages bien travaillés et les tensions entre eux, ses retournements de situation qui tiennent en haleine tout au long du film et son twist final de très grande facture, Saw est un excellent thriller qui n'a rien à envier au plus grand. Il démontre que même sans budget, on peut produire un film de grande qualité si on a suffisamment de créativité. Et pour répondre à la question principale de ce numéro, pourquoi Saw révolutionne le film d'horreur ? Eh bien parce qu'il a réussi à faire croire qu'il en était un, alors qu'il est tellement plus. Et si vous voulez en être sûr, regardez-le. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'hab, like, partage, abo, cloche, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut!